la session donc, en fait, concerne les enjeux, étant que c'est très important, surtout un focus sur les actions structurantes de l'IMT dans le cadre, je dirais, donc, de la thématique phare, hein, économie circulaire et donc ressources et énergie. Donc, je vous passe la parole donc, à Rachid et puis donc, à Yvain. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup, Noureddine. Merci, Ange. Rachid Zantar, professeur à IMT Lille Douai, membre du laboratoire Génie civil et géo-environnement des Hauts-de-France. Et je travaille sur la valorisation des déchets dans les matériaux de construction. C'est un honneur d'introduire notre collègue Valérie Laforest, donc, qui va vous parler aujourd'hui sur les ressources alternatives dans l'économie circulaire. Valérie Laforest est directrice de recherche à Mines Saint-Étienne. Donc, elle assure la responsabilité du département génie de l'environnement et des organisations au sein de l'Institut Fayol, Mines Saint-Étienne. Elle est membre de l'UMR Environnement Ville Société. Elle est aussi membre du GIS IDEMS et du réseau EcoSD. Ses activités de recherche concernent le développement d'outils et de méthodes d'évaluation environnementale des systèmes industriels. Voilà. Valérie, je te laisse la parole. Donc, normalement, c'est 25 minutes et il y aura 5 minutes de questions à la fin. Merci à toi. Merci Rachid. Donc, je vais partager donc, ma présentation. Voilà. Voilà. Parfait. Okay. Merci. Donc, merci. Donc, ma présentation, elle fera écho à un petit peu tout ce qui a été déjà dit ce matin. Cependant, donc, j'ai le plaisir quand même de vous présenter un panorama des actions de l'IMT dans ce domaine des ressources alternatives et de l'économie circulaire, et notamment sur l'action structurante qui nous fédère au sein de cette thématique énergie renouvelable et ressources. Alors, ma présentation est divisée en 3 temps. Une première partie sur les enjeux et le positionnement, sur les ressources et économie circulaire, pour aussi vous donner une vision un petit peu de ce que l'on entend par économie circulaire, qui seront illustrées par la suite par un panorama d'actions au cœur de l'IMT. Et je terminerai donc par l'action structurante qui devrait démarrer sous peu. Alors, je ne pourrais pas être exhaustive sur l'ensemble des actions au sein de l'IMT. Vous aurez les autres sessions et les vidéos qui viendront compléter mon propos, voire le développer. Donc, je vais démarrer par les enjeux et le positionnement. Alors, comme nous l'avons bien vu dans la présentation de M. Bazuyo, il y a une forte pression aujourd'hui sur les ressources primaires. Et cette forte ressource sur les ressources primaires, comme on le voit sur ce schéma, quel que soit finalement le type de ressources, non métallique, métallique, la biomasse, voire la biomasse, eh bien, il y a une augmentation constante de l'extraction de ces ressources à l'échelle mondiale qui démontre bien finalement des enjeux forts sur cette ressource qui n'est pas près de se terminer, comme on l'a vu, et dont les prédictions pour 2014-2040 démontrent que ces enjeux sont quand même pérennes et vont être démultipliés. Si on regarde plus précisément l'évolution finalement de ces enjeux sur la ressource et sur les réserves, on remarque via le schéma de criticité potentielle des ressources minérales que vous observez ici qu'il y a une évolution une évolution finalement négative, on va dire, de cette ressource, une réduction de cette ressource en allant vers un risque croissant sur la disponibilité à moyen terme des différentes ressources qui sont présentées ici et un risque croissant aussi sur la rupture d'approvisionnement de ces divers matériaux.
Alors, on vient de voir les enjeux relativement rapidement hein, sur la ressource, mais donc qui est l'amont finalement de l'activité de production aujourd'hui. Mais il y a aussi un fort enjeu sur la production des déchets, et cet enjeu-là, elle se situe au niveau mondial. Si on regarde le schéma que je vous présente ici, qui ressort du World Bank Group, on remarque qu'il y a une évolution prévue de l'augmentation des déchets dans les différentes parties du monde, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, voire peut-être plus encore dans ces derniers pays. Donc, si on va voir un petit peu plus sur la France, puisque c'est notre pays, en France, vous pouvez voir sur ce schéma la quantité de production de déchets en millions de tonnes entre 2014 et 2016. Donc, elle a augmenté un petit peu, mais la part des déchets reste relativement constante au regard de la quantité totale. Et cette part des déchets, elle représente quand même 4 900 kilos par an et par habitant. Donc ça, c'était un chiffre 2016, mais elle continue quand même à progresser, et elle se divise en 3 catégories. Donc, comme on le voit, les déchets des ménages, qui est environ à 580 kilos, les déchets des entreprises, qui proviennent aussi bien des industries et des commerces, qui est de l'ordre de 900 kilos, et les déchets de la construction, qu'ils soient inertes ou inertes, qui étaient d'environ 2400 kg par an. Donc, ces différents déchets montrent qu'il y a un potentiel quand même relativement important de ressources disponibles. Mais cependant, aujourd'hui, la stratégie qui est la plus adoptée, communément adoptée, mais qui commence quand même à évoluer, c'est une stratégie que l'on appelle linéaire, donc qui va aller extraire de la ressource dans le milieu naturel pour pouvoir alimenter le marché économique, et à l'issue finalement de l'utilisation et de la consommation de ce produit, on va avoir donc des déchets qui vont retourner dans le système naturel. Alors, ces différents éléments amont et aval d'extraction et de la ressource et des déchets qui peuvent aller en enfouissement ou en incinération, entraînent les problématiques que l'on vient de voir sur la réduction de la disponibilité des matières premières et sur l'augmentation de la production des déchets. Alors, tout cela a mené à des prises de conscience, mais cela, on les connaît depuis déjà un certain nombre d'années, à l'évolution finalement des stratégies industrielles, à aussi la mise en place, comme on l'a vu, de différentes structurations et cadres européens. Mais en France, on a eu donc en août 2015 la sortie de la loi sur la transition énergétique et sur la croissance verte, qui notamment positionne plusieurs stratégies, une stratégie de prévention de la production des déchets notamment ménagers sur la période 2010-2020, un encouragement à la valorisation de matières à échéance 2020-2025 et une réduction de l'élimination finale des déchets avec une échéance de 2025. Sur les principaux constats de la crise écologique, ce que l'on peut dire, c'est que le système économique se réalise aujourd'hui dans un monde dans lequel les ressources sont présentes en quantité limitée et avec une capacité de régénération spécifique de ces différentes ressources. La biosphère, elle est affectée par la croissance de l'empreinte environnementale de nos économies, que ce soit sur les déchets ou sur les gaz à effet de serre, dont on vient de parler dans les présentations précédentes. Et tout cela a mis en évidence la déconnexion que l'on peut avoir entre le système économique et la biosphère.
Donc, il est important de retourner finalement à cette connexion et de passer d'une économie de flux à une économie de stock. Et c'est de là qu'émerge finalement ce concept d'économie circulaire dont on peut donner ici la définition de l'ADEME, qui est reprise aussi par l'Institut de l'économie circulaire, qui dit que l'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, que ce soit des biens ou des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Alors, cette définition est accompagnée d'un schéma d'illustration qui permet de rendre un petit peu plus opérationnel finalement ce concept et cette définition. Et cette opérationnalisation, elle se structure autour de 3 grands domaines que sont l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs et la gestion des déchets. Ces 3 domaines sont développés en 7 piliers que je ne vais pas développer aujourd'hui puisque ce n'est pas l'objet de ma présentation. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est le positionnement de l'IMT au regard de ces différents piliers. Donc, nous nous situons au sein des écoles de l'IMT, nous nous situons essentiellement sur des actions de recyclage, donc sur le domaine gestion des déchets et sur le domaine offre des acteurs économiques, notamment par des actions d'éco-conception, d'écologie industrielle et territoriale ou d'économie de la fonctionnalité. Cependant, on a quelques petites actions que l'on peut observer dans certaines écoles de l'IMT sur la consommation responsable ou l'allongement de la durée d'usage. Alors, ça paraît simple, mais finalement, la mise en œuvre de cette économie circulaire, elle n'est pas forcément évidente à appréhender pour l'ensemble de la société, économique, parce qu'elle peut s'opérer à différents niveaux, elle peut s'opérer à différents niveaux du cycle de vie et sur différentes actions. De ce fait, eh bien, il y a un besoin d'aide de cette communauté pour mettre en musique, pour identifier les différentes stratégies potentielles, les différentes techniques disponibles et pour améliorer finalement la performance des processus industriels en réduisant les pressions que l'on peut avoir sur la ressource et en réduisant les déchets qui vont être disposés dans l'environnement. Donc, je vais passer maintenant au panorama d'action que l'on offre au sein de l'IMT, sachant que je vous rappelle, je ne vais pas présenter l'ensemble de ce qui se passe, mais quelques exemples qui auraient été pris parmi l'ensemble des exemples qui m'ont été fournis par les différentes écoles du groupe. Donc, les forces de premier plan de l'IMT qui sont au sein de la thématique prioritaire énergie renouvelable et ressources, se positionnent notamment à l'IMT l'île d'Ouai, à Mines Saint-Étienne, à l'IMT Mines Alès, à l'IMT Mines Albic-Carmaux et IMT Atlantique. Ce qui ne veut pas dire que les autres écoles de l'IMT ne contribuent pas, mais cela veut dire que ce sont en gros les forces de premier plan. Alors, je vais commencer par l'IMT Mines d'Ouai avec un premier exemple qui s'intéresse à la valorisation des ressources, des sous-produits et des déchets. C'est un axe de recherche qui est à l'interface entre le génie civil et l'environnement, à travers notamment l'étude du comportement de matériaux innovants qui contient des sous-produits, des coproduits industriels ou des déchets. Et puis qui aussi s'inscrit dans la durabilité et la prise en compte de l'impact environnemental.
Donc, cette démarche s'inscrit complètement dans le pilier valorisation et recyclage présenté dans le document, dans le schéma de l'ADEME. Et d'un point de vue spécifique, il s'intéresse à l'étude des conséquences rhéologiques et mécaniques en termes de durabilité, d'usage et de transfert. Les applications sont notamment des applications aux agro-ressources et aux déchets dans le génie civil, par des approches multidisciplinaires qui mènent à la fois des compétences en biologie, en génie des matériaux et en géochimie. Donc, afin de définir finalement les caractéristiques optimales des différents constituants de ces matériaux hétérophasés, eh bien, peuvent être utilisés la puissance de simulation, de la simulation numérique. Et pour cela, je peux notamment vous présenter un exemple en économie circulaire sur la modélisation des ballasts recyclés qui sera intégré dans un projet H2020, qui est intégré aujourd'hui dans un projet H2020. Excusez-moi, il me manque une partie de ma diapositive. Voilà, qui est intégré dans un projet H2020, le projet Indus2Stack, pardon, qui travaille sur l'étude des possibilités de réutilisation des ballasts usés en les réintégrant dans des nouvelles voies ou dans le renouvellement des voies. Tout cela basé sur de la modélisation numérique granulaire des agrégats ou des granulats, des matériaux alternatifs à l'échelle des particules pour mieux prendre en compte explicitement l'hétérogénéité et la variabilité des gisements. Alors, la valorisation, excusez-moi, donc les différentes applications que l'on observe et qui ont été réalisées par Mindway se positionnent par exemple sur la valorisation des sédiments marins et des sédiments de curage. Comme je viens de vous en parler sur le recyclage dans les routes, dans les voies, mais cela peut aller aussi sur la valorisation des plastiques dans les carrelages, comme vous l'a présenté Noureddine Abriac tout à l'heure. Alors, la valorisation des déchets ou des matériaux alternatifs, elle est assez complexe car elle doit tenir compte des contraintes réglementaires, des contraintes économiques, d'acceptabilité environnementale et de faisabilité technique. La formulation d'un matériau standard va passer par un certain nombre de phases connues qui sont la caractérisation, la formulation d'expérimentation, parfois par la modélisation et enfin par la validation. Dès qu'on parle de déchets, plusieurs autres axes viennent complexifier la démarche car on doit prendre en compte aussi la durabilité de ces nouveaux matériaux à base de déchets. On doit prendre en compte aussi leur traitement qui est souvent nécessaire, la vérification de leur innocuité environnementale et bien évidemment leur coût. Et c'est de ce contexte que l'IMT Lille-Douai a développé des outils d'optimisation et de la valorisation basés sur une double approche numérique et matériaux. Cette double approche se base notamment sur des modèles mathématiques avec fonction. Et la fonction objectif des algorithmes qui sont développés répond à une question principale qui est quel est le coût minimal pour une valorisation optimale prenant en compte donc, les contraintes techniques et réglementaires. Les outils développés prennent également en compte donc, les coûts et les contraintes liées à l'écosystème environnant, tels que les centres de traitement, les stockages ou le transport. Donc, ainsi, l'IMT Lille-Douai développe des outils d'optimisation au service des gestionnaires de déchets qui proposeront eux, demain des solutions de valorisation viables, durables et économiques.
Autre exemple que je voulais vous apporter, c'est l'exemple porté par l'IMT Mines Albi Carmo. Donc, cette étude s'inscrit notamment dans le contexte du manifeste pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, qui a été publié par la Commission européenne en décembre 2012. Concernant les bouts de la valorisation des bouts d'aluminium en sortie de stations de traitement de l'eau potable, la voie de gestion conventionnelle de ces résidus est un processus industriel classique, prendre, fabriquer, éliminer, qui aboutit en général dans des décharges ou dans des incinérateurs. L'approche circulaire qui vous est présentée ici montre que la réutilisation possible des résidus de bouts d'aluminium des stations de traitement d'eau potable peut se faire par plusieurs voies, des voies fermées ou des voies régénératives. Donc, les travaux menés à Albi, notamment par Nathalie Lisco, ont montré donc, la possibilité de valoriser ces bouts d'aluminium dans la fabrication de briques d'argile, pour l'élimination de polluants tels que le glyphosate, mais aussi pour la purification de gaz tels que l'H2S, et pour aussi l'élimination des odeurs, mais aussi on peut les co-conditionner avec des bouts d'épuration. Donc finalement, l'industrie des résidus de stations de traitement d'eau potable pourrait atteindre une économie circulaire permettant de répondre aux problèmes sociaux et environnementaux. Au sein de Mines Saint-Étienne, nous axons nos activités en vue de mieux caractériser les territoires pour l'aide à la décision. Donc, j'ai noté trois grands ensembles de questionnements auxquels nous tentons de répondre aujourd'hui. Comment caractériser le potentiel d'un territoire à la mise en œuvre de stratégies d'économie circulaire, et notamment par le développement de la méthode Capter et de l'outil d'aide au développement d'actions locales innovantes pour une économie circulaire. Donc, c'est l'outil ADALI. Donc, que je vous présenterai juste après. Quels sont les meilleurs compromis entre les caractéristiques des territoires et les objectifs de valorisation des biodéchets? Et là, cela passe notamment par l'élaboration de modèles d'aide à la décision pour la conception de filières adaptées aux caractéristiques spatiales des territoires. Donc là, l'objectif est d'intégrer dans les indicateurs, d'intégrer les indicateurs environnementaux et économiques dans des outils de dynamique spatiale. Vous aurez une présentation réalisée par Audrey Tanguy le 6 avril 2021. Quels sont les impacts des systèmes au regard des limites planétaires? C'est le troisième questionnement que l'on se pose. Vous savez qu'aujourd'hui, la planète a une certaine limite en termes de capacité de charge et qu'elle n'est pas capable d'absorber l'ensemble de nos impacts environnementaux, l'ensemble de notre pollution. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'intégrer dans les outils d'analyse de cycle de vie des modèles de caractérisation de ces capacités de charge et de normalisation de ces impacts environnementaux par les capacités de charge de la planète. Donc, concernant l'exemple de la méthodologie que nous avons développée sur la caractérisation des territoires à la mise en œuvre de stratégies d'écologie industrielle et territoriale. Donc, cette méthode de caractérisation, elle est divisée en 3 phases. Une phase de caractérisation du potentiel du périmètre, donc de la zone géographique. L'idée, c'est de pouvoir identifier si la zone géographique sur laquelle il y a une stratégie qui veut être développée possède tous les éléments de réussite permettant d'envisager des stratégies pérennes. Dans une deuxième étape, on fait un état des lieux de la dynamique des entreprises qui ne passe pas seulement par une identification des flux, mais qui intègre aussi des dimensions plus spécifiques à l'entreprise, tels que des indicateurs économiques, des indicateurs sociaux et des indicateurs environnementaux.
Puis, on passe à une troisième phase qui permet, par le biais de groupes de travail mettant en scène les différents acteurs du territoire, les acteurs industriels, mais aussi les acteurs des collectivités ou d'autres types d'organisations sur le territoire, et qui vont travailler donc en table de négociation pour pouvoir définir des feuilles de route, des feuilles de planification territoriale avec un certain nombre d'actions et de stratégies à mettre en place. Donc, l'idée ici, dans ces démarches que l'on met en place, c'est de pouvoir aider les organisations d'un territoire, tout type d'organisation, entreprises industrielles, monde industriel, collectivités, etc., à identifier réellement ce qu'ils peuvent mettre en place et de façon collaborative. En synthèse, on obtient donc des profils territoriaux basés sur un certain nombre d'indicateurs que l'on évalue et que l'on analyse à l'aide d'outils d'analyse multicritères qui nous permet de décider quelle est la zone sur laquelle la stratégie serait finalement la plus pertinente. On définit ensuite un état des lieux de la dynamique des entreprises avec un certain nombre d'actions potentielles. Puis, on définit une feuille de route avec des actions prioritaires qui peuvent être réalisées. J'en passe maintenant à l'IMT Minales qui travaille notamment sur des questions de recherche très appliquées, dont on peut identifier deux questions de recherche prioritaires. La première, c'est comment évaluer la capacité d'un territoire à s'adapter aux changements globaux dans un objectif de résilience territoriale, et comment mettre en capacité les acteurs des territoires pour identifier les signes de la crise, s'adapter aux changements globaux et réinventer leur projet du territoire. L'idée, c'est de permettre donc au territoire d'absorber finalement des chocs, de mettre en place des stratégies, des actions et des projets pour les aider à donner de la valeur, à donner de la valeur aux différentes actions à réaliser et à développer des projets de territoire innovants pour lesquels il y aurait éventuellement des nouvelles configurations de frontières ou des contraintes géographiques à se réapproprier. Un petit focus sur des travaux réalisés notamment sur les territoires industrialo-portuaires. L'école des mines d'Alès travaille notamment sur différents enjeux de l'écologie industrielle et territoriale. Tout d'abord, l'écologie industrielle et territoriale comme un processus de construction territoriale avec comme questionnement de l'impact de la mise en œuvre de synergies sur l'aménagement du territoire. L'EIT comme stratégie métropolitaine avec l'économie circulaire comme un outil d'accompagnement pour la préfiguration d'une métropole industrialo-portuaire et l'écologie industrielle et territoriale et résilience avec une analyse des trajectoires industrialo-portuaires par la complexité. Et puis, l'EIT et création de chaînes de valeur par notamment le cas des déchets du BTP et des déchets des navires. Donc, j'en arrive à mon dernier point. Mon dernier point qui va présenter l'action structurante que nous allons démarrer sous peu sur les stratégies d'économie circulaire et leur implantation dans les territoires. Donc, j'ai fini, j'ai presque terminé. Oui, voilà, très bien. Voilà. Ouais, j'ai presque terminé. Cette action structurante, elle a été basée sur un certain nombre de questions et de verrous que l'on a identifiés. Donc, 4 grandes questions. Quelles techniques mettre au point pour innover la circularité, dans la circularité des matières et des flux?
comment anticiper le potentiel de circularité de flux sur un territoire dans un objectif de durabilité? Comment évaluer les impacts et les conséquences directes et indirectes de ces nouveaux modèles économiques? Et comment analyser les systèmes existants et en définir leur maturité en termes d'économie circulaire? Et tout cela soulève des verrous techniques, sociétaux, économiques et environnementaux. Donc, l'idée de cette action structurante, c'est vraiment de mettre en commun les forces de l'IMT, dont j'ai parlé juste avant, en écologie industrielle et territoriale, sur la gestion des flux et le métabolisme, des jeux d'acteurs et de la dynamique territoriale, les démarches d'évaluation environnementale, de la faisabilité technique et de l'innovation technologique, mais aussi en se basant sur les différentes méthodologies dont je vous ai parlé. Donc, tout cela pour créer un cadre méthodologique pour accompagner des stratégies d'économie circulaire relatifs à un déchet. Donc, avec trois grandes étapes. Une première, de comprendre comment les organisations, notamment, s'approprient ces démarches d'économie circulaire sous toutes ses facettes. Et pour aller, bien sûr, dans la réussite de l'identification et de la mise en œuvre de stratégies pérennes. Une deuxième étape sur le positionnement, finalement, de ce cadre méthodologique et des forces de l'IMT. Et puis, une identification des collaborateurs en vue d'actions partenariales sur du moyen et de long terme, et notamment dans le cadre de l'élaboration d'un projet européen que nous aimerions déposer en janvier 2022. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je voulais remercier les contributeurs à cette présentation des différentes écoles dont j'ai parlé auparavant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation et pour l'action structurante. Nous avons juste le temps peut-être pour une ou deux questions. Donc, au niveau si je regarde au niveau du chat, il y avait une question par Delphine Garnier qui posait la question en fait de donner la différence, quelle est finalement la différence entre un déchet et un coproduit. Alors, pour moi, ça c'est mon avis, le déchet, la différence entre le déchet et le coproduit, c'est que le déchet, il est considéré comme quelque chose dont l'entreprise ou le propriétaire souhaite se défaire et qu'il n'est pas censé avoir une valeur économique sur le marché. Le coproduit est un objet de fabrication qui n'est pas le produit lui-même, mais qui peut encore contenir de la valeur et qui ne passe pas sous statut déchet au sens réglementaire du terme. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup Valérie. Désolé, là on court un petit peu derrière le temps parce oui. qu'on a déjà pris pas mal de retard. Donc sans trop tarder, je suppose que je dois passer la main à Yves-André d'IMT Atlantique pour introduire la deuxième action structurante de l'axe énergie et ressources. À toi Yves. On ne t'entend pas pour l'instant, Yves. C'est toujours le même problème. On ne t'entend toujours pas, donc dès que ça revient, je te ferai signe. Visiblement en train de se reconnecter. Oui. Je vais prendre la parole derrière, donc peut-être j'en profite pour vérifier si vous m'entendez tous. Très bien. Parfait, merci. Vous m'entendez maintenant? Très bien. Voilà, il fallait que je me déconnecte, pardon. Donc, effectivement, je vais donner la parole à Christian Bauger pour la filière hydrogène-énergie. Alors, en quelques mots, Christian Bauger est responsable du groupe matériaux et procédés pour l'énergie à Mines ParisTech, le centre Percé. Christian Bauger est ingénieur chimiste, puis docteur en génie des procédés de l'École des mines de Saint-Étienne. Depuis l'année 2000, il travaille dans le domaine de l'hydrogène comme énergie, pile à combustible et production d'hydrogène.
Il a passé 5 ans en tant qu'ingénieur de recherche à IMRA Europe, un centre de recherche privé qui est lié à Toyota. Et puis après, il a rejoint Mines ParisTech en 2005. Il est spécialisé en sciences des matériaux, avec principalement le développement d'aérogels à base d'oxyde métallique comme support de catalyseur, photocatalyseur, ainsi que pour des membranes polymères composites. Depuis 2013, il est donc responsable du groupe MatPro. Et depuis 2016, il anime le groupe de travail H2Mines. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Christian Bauger. Merci beaucoup Yves pour cette introduction. Donc, je vais partager mon écran. Vous le voyez tous? Oui, ce n'est pas en projection, mais on voit bien ton écran, Christian. Ouais, j'appuie sur un bouton. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, parfait. Oui. Ok, parfait. Tout d'abord, merci de nous avoir invités dans ce groupe de travail déjà pour parler d'hydrogène et puis dans ce colloque pour faire un point sur cette action structurante. Donc en fait, moi je vais parler essentiellement de la filière hydrogène-énergie et puis de la manière dont on s'est structuré au sein de l'Institut Carnot Mines. Donc ça regroupe en fait toutes les écoles des mines, plus l'ENSTA ParisTech et Sigma Clermont. C'est quasi le même périmètre, hein, je vais dire, que les écoles qui sont présentes aujourd'hui pour l'IMT, à l'exclusion des écoles des télécoms, comme l'a dit Ange. On a fait un travail essentiellement autour des écoles des mines et il faudrait le poursuivre probablement en l'étendant aux écoles des télécoms qui pourraient aussi très efficacement intervenir dans ce groupe de travail. Donc, j'ai préparé une présentation avec plusieurs points. D'abord, la présentation du groupe H2Mines et puis je reviendrai sur la chaîne de valeur pour montrer qu'en fait, au sein de ce groupe-là, on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur avec des actions ciblées. Quelques exemples de plateformes expérimentales originales qui nous différencient peut-être par rapport à nos collègues des autres instituts. Et puis notre présence aussi sur les réseaux et puis un certain nombre de collaborations importantes qu'on a pu mettre en place. Je reviendrai aussi succinctement sur la formation. J'en ai parlé également en introduction. Hein, c'est un des points importants de nos actions. Et puis, je fais une présentation demain sur le projet Fédérateur iTrend. Donc, je présente un slide là si j'ai le temps. Sinon, je l'éliminerai pour aller directement à la conclusion et à la présentation d'un flyer qu'on a édité pour présenter en fait l'ensemble des actions de notre groupe. Donc, le groupe H2Mines, il est né en mars 2016 sur la base en fait d'un projet du groupe des écoles des mines qui rassemblait déjà dès les années 2005 plusieurs écoles des mines, donc Paris, Albi, Saint-Étienne, Nantes, Nancy et Douai, où on traitait déjà d'un certain nombre de thématiques liées à l'hydrogène, la production, le stockage, l'utilisation de l'hydrogène dans les piles à combustible et puis l'analyse du cycle de vie. Alors les actions hydrogène, elles n'ont pas commencé en 2005 au sein des écoles des mines. Dès les années 90, on avait déjà un projet à Mines ParisTech, notamment sur la mobilité hydrogène dans le cadre d'un projet européen avec Renault, donc un des premiers véhicules hydrogène sur le marché, en développement au niveau européen. Alors l'objectif d'H2Mines, d'abord, c'est de fédérer les acteurs au sein de l'Institut Carnot Mines. Alors j'aurais dû rajouter, je l'ai fait sur les slides d'après, je crois, mais /IMT, hein, puisque je l'ai dit, les écoles sont toutes partenaires de l'IMT. L'objectif, c'est aussi d'identifier les synergies pour être plus fort et puis se présenter avec une masse critique un peu plus élevée que chacun des labos pris séparément pour exister et être visible face à nos collègues du CNRS et du CEA qui sont très visibles aujourd'hui sur cette filière-là. Et puis d'optimiser les interactions avec le monde industriel. Alors vous savez que nos écoles, elles collaborent de manière très étroite avec les industriels, mais c'était important de notre point de vue d'apparaître de manière groupée pour montrer toute l'offre de compétences disponibles au sein des écoles des mines, de l'Institut Carnot Mines et donc de l'IMT, à la fois sur la recherche
et développement, mais aussi sur le domaine de la formation. Aujourd'hui, le groupe regroupe 21 centres de recherche des 8 écoles d'ingénieurs. Donc, vous avez la répartition sur la carte de France ici, avec un maillage sur quasi l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est intéressant, notamment pour la participation aux différents réseaux qui existent aujourd'hui, pôle de compétitivité, etc. J'en parlerai tout à l'heure. C'est une quarantaine de permanents et une quarantaine de non-permanents, donc doctorants, post-doctorants. Et puis aujourd'hui, 21 projets de recherche qui sont actifs pour un montant de financement d'environ 8 millions d'euros. Donc c'est relativement significatif. Donc on existe vraiment hein, dans le domaine de l'hydrogène. Et puis sur le plan académique, alors là j'ai fait le recensement, enfin on a fait le recensement depuis la création du groupe. Il y a bien sûr eu des publications avant 2015, mais depuis 2015, c'est à peu près 180 papiers qui ont été publiés dans des journaux à comité de lecture. Alors, je parlais de chaîne de valeur tout à l'heure, donc assez rapidement, hein, on est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la production de l'hydrogène à son utilisation, en passant par le stockage et la distribution. Sur la production, on s'intéresse essentiellement à des procédés qui sont non émetteurs de CO2. Donc, ça veut dire bien sûr l'électrolyse de l'eau, haute température, mais aussi photoélectrolyse, photocatalyse, donc avec comme ressource l'eau et dissociation en hydrogène et oxygène. Ça concerne aussi la biomasse, bien sûr, on en a déjà parlé aujourd'hui, donc gazéification, pyrolyse de biomasse. Et puis aussi le méthane. Donc, quand on parle de production propre d'hydrogène, généralement, on a tendance à mettre de côté le méthane. On a un procédé au sein de notre groupe donc, qui permet de produire de l'hydrogène propre à partir de méthane par craquage assisté plasma, où on va se dissocier carbone et hydrogène. Ça fait écho là aussi peut-être à ce que mentionnait Olivier Pérez tout à l'heure. On va essayer d'éviter, enfin on évite de produire du CO2, mais plutôt du carbone qu'on va pouvoir valoriser. C'est d'ailleurs aujourd'hui le principal élément valorisé dans ce procédé-là, mais comme il produit aussi de l'hydrogène, on en parle de plus en plus comme moyen de production propre d'hydrogène. Et puis alors pour les procédés qui produiraient de l'hydrogène qui n'est pas pur, c'est-à-dire pas à partir d'électrolyse de l'eau, alors on s'intéresse à des procédés de purification qui vont éliminer les impuretés, puisque pour une pile à combustible, on est obligé d'avoir de l'hydrogène excessivement pur avec seulement quelques ppm de CO2 acceptables. Et parmi les procédés de purification auxquels on s'intéresse, on peut citer le pressure swing adsorption, des procédés membranaires ou encore les purifications de type électrochimique. Sur le stockage, alors bien sûr les réservoirs sous pression, mais aussi stockage dans les matériaux poreux, voire l'utilisation de vecteurs d'hydrogène comme les LOHC ou encore l'ammoniac qui revient beaucoup sur le devant de la scène aujourd'hui. Et peut-être quelque chose de plus original encore, le stockage dans les cavités salines ou minées, avec des études sur l'interaction notamment entre la roche et l'hydrogène, voire entre l'hydrogène et la saumure qui reste au fond de ces cavités. Donc ça permet d'adresser un certain nombre de modes de stockage pour répondre à des besoins de stockage à des échelles très variées. Hein. Ça peut concerner la mobilité comme les petits objets mobiles ou encore les grandes quantités d'énergie nécessaires pour différents types d'applications stationnaires, par exemple. Et puis, on s'intéresse aussi au transport de l'hydrogène, et là, notamment via des aspects matériaux, études de fragilisation des conduites, protection de ces conduites, injection de l'hydrogène dans le réseau, rétrofitting des réseaux de distribution aujourd'hui au méthane pour transporter de l'hydrogène, etc. J'en viens aux usages, donc quasi à la fin à l'autre bout de la chaîne. Utilisation de l'hydrogène, alors classiquement dans les piles à combustible. Alors comme pour l'électrolyse, on s'intéresse aux procédés basse température et haute température, typiquement donc PEMFC pour la basse température et SOFC pour les hautes températures.
synthèse de combustible, donc là on l'a mis dans les usages pour bien sûr faire référence à ce qu'on fait sur je mets aussi sur, et là c'est aussi de plus en plus développé en ce moment, la réduction du CO2 pour la production de molécules plateformes. On en a un peu parlé aussi ce matin. Olivier Pérez, je crois, a fait mention de plateforme Synthon. Donc, c'est la même idée ici. Et puis, méthanation biologique. On a beaucoup parlé de piles à combustible quand on parlait d'utilisation de l'hydrogène ces dernières années. Et là encore, de nouveau, un intérêt pour la combustion. Donc, on a des laboratoires qui s'intéressent et qui sont experts dans les procédés de combustion de l'hydrogène. Puis ça nous mène aussi au Power to Gas. Et là, j'en parlerai peut-être un petit peu plus demain, puisque le projet iTrend que je présenterai est un projet Power to Power, mais qui passe par une phase gaz. Alors, on a des actions transverses sur ces différentes briques techno, avec voilà, des compétences sur l'établissement de diagrammes de phase, l'étude des propriétés thermochimiques qui vont intéresser toute la chaîne dont je viens de parler, production, stockage, distribution, usage, et puis une forte compétence aussi sur la production de capteurs de gaz, avec la possibilité de des plateformes multicapteurs qui vont être très utiles, soit pour la gestion des procédés, soit pour leur sécurité, le suivi de la sécurité des procédés. Alors, sur l'ensemble de ces différentes thématiques, on essaye de tenir les deux bouts de la chaîne qui va des matériaux au système, en passant par des étapes de modélisation, simulation, études de procédés. J'ai mis quelques exemples ici, les matériaux donc aérogels, sur lesquels on travaille, comme support de catalyseur, notamment pour les piles à combustible ou l'électrolyse. Une étude ici sur la simulation du stockage d'hydrogène en cavité saline. Et puis sur les procédés systèmes, un exemple un peu emblématique sur l'étude de système piles à combustible pour la mobilité et puis la collaboration qu'on a avec l'entreprise Symbio. Alors, en plus de tout ça, on a la chance d'avoir accès à des compétences reconnues à la fois en sciences économiques et sociales et sciences humaines et sociales, qu'on regroupe sous le vocable développement durable. Donc, ça veut dire possibilité de faire des études sur les évaluations environnementales, par ACV notamment, études et caractérisation des risques, avec là aussi des centres de recherche dédiés, des enjeux, débats sociétaux. Et puis, il y a une question ce matin qui portait sur l'aménagement du territoire. Donc, voilà, on a des laboratoires qui sont experts dans le domaine et qui peuvent faire ce type d'études-là, synergie éco-industrielle, prospective, etc. Donc, on a ici un panel de compétences qui permettent de traiter bon nombre de sujets d'intérêt quand on monte des projets qui ont lié à ce type de vecteur énergétique, donc à savoir l'hydrogène. Un certain nombre de plateformes expérimentales, alors là aussi, c'est un peu le maître mot depuis ce matin, on ne peut pas être exhaustif sur l'ensemble des actions qui sont menées au sein de l'Institut. J'ai simplement extrait ici quelques-unes des plateformes qui nous différencient de nos collègues sur la production. Donc, une unité pilote Valtera qui permet de produire de l'hydrogène à partir de biomasse, notamment par pyrolyse de bois ou des déchets. Donc ici aussi, valorisation des déchets, on en a pas mal parlé ce matin. Et puis, une torche plasma, donc ça c'est le dispositif dont je parlais tout à l'heure qui permet de produire de l'hydrogène et du carbone à partir de méthane sans production de CO2. Le stockage, distribution, je mets en avant ici un pilote de stockage qui permet de reproduire le comportement thermodynamique d'une cavité saline et qui permet de simuler ce qui se passe au sein d'une cavité pour étudier le type d'interaction dont je parlais tout à l'heure entre le gaz et puis la roche, ou encore entre le gaz et puis la saumure qui reste au fond de la cavité quand on a créé la cavité. Et puis sur les usages, ici 2 bandes de tests qui sont très dans nos laboratoires et ça permet de mettre
en lumière une des technologies innovantes qui a été développée sur un concept de pile monochambre, haute température, et puis un bon test système qui permet d'aller de la monocellule, donc caractérisation des matériaux et des assemblages membranes-électrodes, jusqu'au stack de 10 kW, avec ici une volonté de faire évoluer le laboratoire vers une plateforme de beaucoup plus forte puissance, puisqu'aujourd'hui, avec le déploiement de ces systèmes-là, on a besoin d'avoir des capacités de test qui vont au-delà des 10 kW pour atteindre les 50, 100 kW, qui est l'ordre de grandeur en fait, des systèmes qu'on met dans les véhicules à pile à combustible. On est présent sur les réseaux. Donc, vous le savez, nos écoles, elles sont très, très en lien avec les acteurs industriels. Donc, de forte relation avec le monde industriel. Donc, ici, j'ai mis quelques logos d'entreprises avec lesquelles on collabore. Alors, ça peut être des très grosses entreprises comme des PME, voire des startups, puisqu'il y a des startups avec lesquelles on collabore, mais il y a aussi les startups qui sont issues des travaux de recherche de nos laboratoires. La dernière en date étant Plénésis, dans le domaine de la conversion thermochimique par voie plasma. Recherche par projet, ça je pense que c'est assez classique dans nos écoles, avec possibilité de travailler soit en direct avec l'industrie, soit dans le cadre de projets collaboratifs, aussi bien au niveau national, en réponse aux appels à projets de l'ANR, par exemple, ou alors européens, dans le cadre des projets H2020. Et bien alors, je le disais en introduction, on est présent sur l'ensemble du territoire français, donc ça nous permet d'être très actifs dans les réseaux, dans les différents réseaux, et notamment dans les pôles de compétitivité, avec des membres qui sont intégrés dans les comités, soit de pilotage, soit d'évaluation de projet. Une forte présence aussi dans les associations et sociétés savantes, alors par exemple à la FIPAC, aujourd'hui France Hydrogène, ou encore au niveau européen, on est membre de Hydrogen Europe Research et de l'ERA pour les joint programmes hydrogène et piles à combustible. Et puis, alors certains de nos laboratoires sont aussi UMR CNRS, qui nous permet d'être présents dans les groupements de recherche. On a été présents sur les derniers groupements de recherche piles à combustible. On est présent dans le groupement de recherche Solar Fuels. Et puis, on discute aujourd'hui avec les membres de la Fédération de recherche hydrogène. La formation, c'est un volet aussi très important de nos activités, puisque c'est une voie de recrutement d'abord privilégiée aussi pour les industriels avec lesquels on travaille, puisque via les thèses qu'on propose, via les sujets de stage qu'on propose aussi, ça donne une opportunité en fait aux industriels avec lesquels on travaille d'avoir accès à un vivier d'étudiants qui peuvent recruter par la suite. Et c'est effectivement ce qu'on voit beaucoup avec nos docteurs. Souvent, ils sont recrutés à l'issue de leur thèse, pas forcément avec la société qui a financé, mais en tout cas dans les domaines dans lesquels ils ont travaillé, on a des bons taux de succès de recrutement. Alors on a besoin, ça c'est en lien avec le plan de relance et puis les campus des métiers qui doivent être développés pour permettre à la filière de se développer et puis de former le personnel dont elle aura besoin. Donc nous on est plutôt axé forcément sur la formation des ingénieurs et des docteurs, avec l'ensemble des offres, de l'offre ici que je ne vais pas détailler, mais voilà, sur les cycles ingénieurs, sur les masters recherche ou les masters spécialisés. On est présent dans le domaine de la formation. Peut-être juste une précision par rapport à ce qui est mentionné sur ce diaporama-là. On va ouvrir probablement à la rentrée un enseignement spécialisé sur la filière hydrogène qui a été construit au sein du groupe H2Mines et qui fera intervenir les collègues des différentes écoles en fonction de leur spécialité et qui couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière hydrogène, donc encore une fois de la production et l'utilisation. Donc c'est un enseignement spécialisé qui sera sur une trentaine d'heures, assez modeste pour commencer, mais qui a vocation à grossir
pour étoffer un petit peu l'offre de formation encore. J'en arrive au projet fédérateur iTrend. Donc voilà, j'ai encore un peu de temps. Je pense que je vais récupérer un petit peu de temps, mais il y aura peut-être plus de temps pour les questions du coup. Donc c'est un projet qui a été proposé dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt de l'Institut Carnot-Mines, donc financé par l'ANR, qui est focalisé sur un projet d'ingénierie circulaire autour de l'utilisation, de la récupération du CO2 en sortie de chaudière, pour la production notamment de méthane par méthanation. Et quand on a besoin d'hydrogène, on peut greffer à ça des procédés de production d'hydrogène. Alors ça va nous permettre de développer un peu tout ce qu'on fait dans le domaine en proposant par exemple de nouveaux matériaux ou en optimisant des procédés. Et puis ça a permis aussi de greffer un certain nombre de compétences sur les capteurs, sur le stockage, sur la mobilité, sur l'interaction avec les réseaux d'électricité, de chaleur ou de gaz. Mais tout ça vous sera présenté pour ceux qui pourront être là demain matin. Donc en résumé, vous trouverez en fait l'ensemble des compétences qui sont accessibles et disponibles au sein du groupe de travaillage de mines sur le flyer de présentation qu'on a édité. Donc il y a une toute nouvelle version qui vient d'être imprimée là en anglais avec l'ensemble des acteurs actifs, aussi bien sur la production, stockage, distribution, utilisation, développement durable. Donc, vous ne le voyez peut-être pas très bien sur votre écran, mais on a une cartographie ici qui permet d'identifier quelle école ou quel centre de recherche est actif sur quel domaine. On a une liste de contacts spécifiques en fonction de la thématique que vous pourrez contacter directement. Et puis, si vous avez du mal à vous y retrouver, il y a 2 points de contact privilégiés qui sont Johanna Schlesinger, donc en charge du développement de partenaires R&D à l'Institut Carnot-Mines, et moi-même qui suis animateur de ce groupe. Et je suis disponible pour des questions ou d'une discussion si jamais parmi les auditeurs. Merci Christian. Il y a une question de Gilles Flamand, 42 permanents, mais combien de TP? Quel résultat marquant? Oui, alors, on a comptabilisé les permanents parce qu'il y a effectivement pas mal de personnes, de chercheurs qui sont actifs sur plusieurs domaines. On n'a pas le compte en ETP, je dirais probablement au moins la moitié en ETP. Et puis, sur les faits marquants, je peux citer un exemple que vous connaissez bien, Monsieur Flamand, c'est la torche plasma, qui est un procédé phare développé à Mines Paris-Tech pour la production d'hydrogène propre. Tout ce qui est fait aussi sur la valorisation de la biomasse pour la production d'hydrogène, je pense que c'est relativement marquant dans un contexte aujourd'hui où on pousse beaucoup la production propre par électrolyse de l'eau. Dans les appels à projets qui vont sortir, on fait vraiment la part belle à l'électrolyse de l'eau, alors que sur la biomasse, il y a aussi beaucoup de choses très intéressantes à faire. Donc, on essaye de pousser ça. Ok, merci.